La pluie battait contre les grandes fenêtres de mon bureau. Dehors, Paris était une peinture floue de lumières oranges et de reflets argentés sur l'asphalte mouillé. Il était presque minuit. Le silence de l'agence d'architecture n'était rompu que par le murmure de mon ordinateur et le bruit régulier des gouttes d'eau. J'étais seule. Comme souvent ces derniers temps. Le travail était une excuse. Une forteresse que je bâtissais autour de moi. J'ai attrapé mon téléphone. L'écran s'est allumé, affichant une photo d'elle. Élise. Son sourire était un soleil, même à travers le verre froid. Elle était partie depuis 4 jours. Son voyage annuel à Cassis. Avec ses amis d'université. Une semaine pour se ressourcer, disait-elle. Une semaine pour peindre? Pour respirer un autre air que celui de la capitale. J'ai appuyé sur son nom. La sonnerie a duré un instant. Puis sa voix, un peu lointaine, a rempli le silence. Julien? Tout va bien? Sa voix était toujours un velours. Même fatiguée. Oui. Mon amour. Je voulais juste entendre ta voix. Comment s'est passée ta journée? Il y a eu une courte pause. J'ai entendu un bruit de fond. Comme le vent ou des voitures qui passent. Oh. Bien. C'était une belle journée. La lumière sur les calanques était incroyable. C'est super. Tu as vu Cécile? Tu ne m'as pas dit si tu avais réussi à la joindre. Un silence. Plus long. Cette fois. Un silence froid. Tendu. Cécile? A-t-elle répété? Et son ton avait changé. Il n'était plus doux. Il était sur la défensive. Non. Elle n'a pas pu venir finalement. Un imprévu. Quelque chose clochait. Une petite fissure dans l'histoire parfaite. C'est bizarre. Elle m'a envoyé un message hier pour l'anniversaire de Léa. Elle n'a rien mentionné. Elle a dit qu'elle espérait que tu profitais bien du soleil du sud. La colère dans sa voix a éclaté. Soudaine et violente. Mon Dieu. Julien. Tu es toujours comme ça. À tout analyser. À tout contrôler. Je suis partie pour une semaine. Une semaine. Tu ne peux pas me faire confiance? Me laisser respirer? Sa réaction était tellement disproportionnée. Je n'ai pas compris. Élise. Je ne voulais pas. Je posais juste une question. Non. Tu ne poses jamais juste une question? Il y a toujours quelque chose derrière. J'en ai marre. Tu entends? Marre. Soudain. À travers le téléphone. J'ai entendu un crissement de pneus. Un son horrible. Long et strident. Qui a déchiré la nuit. Puis son cri. Un cri perçant. Coupé net. Et un fracas. Un bruit de métal froissé. De verre qui explose. Un son final. Assourdissant. Absolu. Le silence qui a suivi était pire que tout. Un silence total. Électrique. Élise? Rien. Juste le grésillement de la ligne morte. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le téléphone a glissé de ma main. Élise? Élise? Réponds-moi. Élise. Une semaine plus tôt. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux de l'un de notre appartement du Marais. Une odeur de bœuf bourguignon flottait dans l'air. Une promesse de repas réconfortant. C'était notre sanctuaire. Un espace d'ordre et de beauté que j'avais moi-même dessiné. Chaque ligne était pure. Chaque objet à sa place. C'était le reflet de ma vie. Ou du moins, de la vie que je croyais avoir.
J'étais assis à la grande table en chêne, aidant Léa avec ses devoirs de mathématiques. À 10 ans, elle avait déjà mon esprit logique, mais avec la sensibilité de sa mère. Elle fronçait les sourcils, concentrée sur une division complexe. Non. Papa. Tu dois d'abord abaisser le 7, dit-elle avec une patience d'adulte. J'ai souri. Tu as raison, ma chérie. Je suis un peu distrait. De l'autre côté de la pièce, dans le salon, Élise était assise par terre avec Hugo. Notre fils de 6 ans riait aux éclats alors qu'elle faisait des grimaces en construisant une tour de Lego. En la regardant, une chaleur familière m'a envahi. Elle était la couleur dans mon monde de lignes droites. Ses cheveux bruns en désordre, son pull en cachemire trop grand, la façon dont elle se perdait complètement dans le jeu avec notre fils. Elle était la vie même. Plus tard, après le dîner, une fois les enfants couchés, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine. Elle préparait une tisane. Ses gestes lents et gracieux. C'est là qu'elle m'a annoncé la nouvelle. Comme chaque année à la même période. Julien. J'ai réservé mon billet de train. Je pars pour Cassis samedi prochain. J'ai levé les yeux de mes plans d'architecte étalés sur la table. Déjà? Le temps passe si vite. J'en ai besoin. A-t-elle dit doucement, sans me regarder. De cette lumière? De cette pause. Juste une semaine. Pour recharger les batteries. Et peindre un peu. C'était notre rituel. Son pèlerinage annuel. Je n'ai jamais remis cela en question. Un artiste a besoin d'inspiration. Et Paris, avec sa grisaille et son rythme effréné, pouvait être épuisant. J'étais fière de sa passion, même si elle ne l'exerçait plus que comme un hobby. Bien sûr. Mon amour. Profites-en bien. Tu le mérites. Elle s'est retournée et m'a souri. Mais ce soir-là, j'ai cru déceler une ombre fugitive dans son regard. Un mélange de soulagement et de tristesse? C'était si rapide que j'ai pensé l'avoir imaginé. Elle s'est approchée, a posé ses mains sur mes épaules et m'a embrassé sur le front. Merci d'être si compréhensif. Il n'y a rien à comprendre, Élise. C'est normal. Nous nous occuperons de tout avec les enfants. J'aimais cette prévisibilité. Notre vie était une belle mécanique bien huilée. Le travail, la famille, les vacances d'été en Bretagne, son escapade annuelle dans le sud. Tout était à sa place. Je croyais que c'était le bonheur. Une structure solide, conçue pour durer. Les jours suivants, une sorte d'excitation discrète a commencé à émaner d'elle. Je la voyais préparer sa petite valise. Elle sortait des robes d'été que je ne la voyais jamais porter à Paris. Des couleurs vives, des tissus légers. Elle fredonnait en rangeant ses tubes de peinture et ses pinceaux. C'était comme si une autre Élise se préparait à éclore. L'Élise de Cassis. Une version d'elle plus libre, plus insouciante, que je ne connaissais qu'à travers les quelques photos qu'elle me montrait à son retour. Des paysages, des rochers, la mer turquoise. Rarement des gens. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'emmène à la gare? Ai-je demandé le samedi matin. Elle secouait la tête en fermant sa valise. Non. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps avec les enfants. Un taxi suffira. C'est plus simple. Elle a toujours insisté pour partir seule. Pour que la transition soit nette, disait-elle. Pour entrer dans sa bulle de création. Les enfants sont venus l'embrasser. Hugo s'est accroché à sa jambe, ne voulant pas la laisser partir. Maman.
Reste. On peut faire un grand château de Lego. Elle s'est accroupie. La serré fort contre elle. J'ai vu ses yeux briller. Je reviens vite. Mon trésor. Très, très vite. Et je te rapporterai un beau coquillage. Le plus beau de tous. Elle a embrassé Léa, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui la fait sourire. Puis elle s'est tournée vers moi. Son baiser était différent ce jour-là. Il n'était pas passionné, mais il était long. Profond. Presque désespéré. Comme si elle essayait de mémoriser chaque seconde. Prends soin de toi, Julien. Et de. Toujours. Ai-je répondu? Un peu surpris par la solennité de son ton. Elle m'a regardé une dernière fois. Un long regard que je n'ai pas su interpréter. Puis elle a pris sa valise et a franchi la porte. Je l'ai regardée descendre les escaliers jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le silence est retombé sur l'appartement. Un silence différent de celui de mon bureau. Un silence temporaire. Un simple compte à rebours avant son retour. J'ai fermé la porte et je me suis tournée vers mes enfants. Alors? Qui veut des crêpes pour le déjeuner? Hugo a crié de joie. Léa a souri. La vie continuait. Parfaitement réglée. J'ai passé le week-end à être le père parfait. Comblant l'absence de leur mère par des activités. Des rires et des promesses. Nous avons construit le plus grand château de Lego de l'histoire de notre salon. J'étais heureux. J'étais certain de notre bonheur. Je ne savais pas que la structure que j'avais passé des années à construire était sur le point de s'effondrer. Je ne savais pas que tout reposait sur un mensonge. Un mensonge de 7 ans. Et que le baiser qu'elle m'avait donné n'était pas un au revoir temporaire. C'était un adieu. La semaine a commencé. Le lundi. Le mardi. Des journées remplies par le travail. Les devoirs de Léa. Les histoires du soir pour Hugo. Nous nous sommes appelés brièvement chaque soir. Des conversations légères. Presque banales. Elle me parlait du temps. De la couleur de l'eau. Sa voix semblait toujours un peu lointaine. Détachée. Je mettais ça sur le compte de la fatigue. De sa concentration d'artiste. Je ne voulais pas voir. Ou peut-être que je ne pouvais pas. L'amour rend aveugle. Dit-on. Ce n'est pas vrai. L'habitude rend aveugle. La certitude que tout est acquis. Le mercredi soir, en rangeant des papiers dans notre chambre, j'ai remarqué son carnet de croquis posé sur sa table de chevet. Elle l'avait oublié. C'était étrange. Elle ne partait jamais sans. Machinalement. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient remplies de dessins de nos enfants. De mon portrait endormi. De fleurs de notre balcon. Notre vie. Puis, vers la fin du carnet, il y avait un dessin différent. Un croquis rapide. Au fusain. Le visage d'un homme. Je ne l'avais jamais vu. Il avait des yeux sombres. Des cheveux en bataille. Un sourire un peu triste. Sous le dessin. Une seule date. Celle de l'année précédente. Pendant son voyage à Cassis. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Un portrait d'un inconnu croisé sur le port? Sans doute. J'ai refermé le carnet. J'ai éteint la lumière. Je me suis endormi dans notre grand lit vide. Sans me douter que le visage de cet homme était la clé de tout. La clé du monde secret d'Élise. Et la clé de ma future destruction. Puis est arrivé ce jeudi soir. La pluie. Le silence. Le téléphone. Le bruit. Et la fin de tout. Ou plutôt, le début d'une autre histoire. Une histoire beaucoup plus sombre.
Après l'appel, je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le récepteur du téléphone, tombé au sol, émettait une tonalité monotone et stridente. C'était le son de la fin du monde. Mon monde. J'ai fini par appeler les urgences. La gendarmerie de Cassis. Ma voix un tremblement méconnaissable. Les heures qui ont suivi sont un brouillard de conversations hachées. De mots que je ne voulais pas entendre. Accident. Grave. Pronostic vital engagé. Puis. Le dernier mot. Le mot final. Décédé. Le mot n'avait aucun sens. Élise n'était pas morte. Elle était à Cassis. Elle allait rentrer dans 3 jours avec un coquillage pour Hugo et des couleurs plein la tête. Elle ne pouvait pas être morte. C'était une erreur. Une terrible erreur administrative. J'ai dû appeler sa sœur, Chloé. Lui annoncer l'inconcevable. J'ai entendu son cri à travers le téléphone. Un écho du mien. Silencieux. Je ne sais plus comment j'ai passé le reste de la nuit. Je crois que je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à l'aube, regardant la pluie s'arrêter et le ciel de Paris passer du noir au gris. La tâche la plus difficile était devant moi. Le dire aux enfants. Comment dit-on à un enfant de 6 ans et à une fille de 10 ans que leur mère ne rentrera plus jamais à la maison? Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a que des mensonges et des vérités brutales. J'ai choisi une vérité adoucie. Maman a eu un accident. Elle est devenue une étoile dans le ciel. La plus brillante de toutes. Hugo n'a pas compris. Il a juste pleuré parce que je pleurais. Léa. Elle. A compris. Elle n'a pas pleuré. Elle est devenue silencieuse. Son visage s'est fermé. Elle a vieilli de 10 ans en une seconde. C'est ce jour-là que notre famille est morte. Le reste n'était qu'une longue et lente autopsie. Les funérailles ont eu lieu une semaine plus tard. Une église grise. Des visages tristes. Des murmures de condoléances. Si jeune. Courage. Julien. Des mots vides qui rebondissaient sur la carapace de choc que je m'étais construite. Je tenais les mains de mes enfants. Une de chaque côté. J'étais un pilier. Je devais être un pilier. Mais à l'intérieur, je n'étais que des ruines. Pendant la cérémonie, mon esprit a dérivé. Je repensais à notre dernière conversation. À sa colère. Pourquoi était-elle si en colère? Ma question sur Cécile était si anodine. À moins qu'elle n'ait pas été anodine du tout. Une petite graine de doute a été plantée ce jour-là. Au milieu du chagrin. Une graine noire et laide qui allait bientôt germer. Les semaines suivantes. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. L'absence d'Élise était une présence physique. Je la sentais dans chaque pièce. Dans le parfum de son écharpe oubliée sur une chaise. Dans le vide à côté de moi dans le lit. J'ai commencé à ranger ses affaires. Pas par nécessité, mais par besoin de la sentir près de moi. Je pliais ses vêtements, respirant son odeur. Je regardais ses livres, les passages qu'elle avait soulignés. C'était une torture douce, un moyen de garder son fantôme en vie. C'est en vidant le bas de son armoire que je l'ai trouvé. Une petite boîte en bois sculpté, cachée sous une pile de pulls d'hiver. Je ne l'avais jamais vue. Elle n'était pas à sa place dans notre univers minimaliste. Par curiosité, j'ai soulevé le couvercle. Mon cœur a manqué un battement. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux ou de vieux souvenirs de notre vie commune. Il y avait des photos. Des dizaines de photos. D'Élise et d'un homme. L'homme du carnet de croquis. Ils étaient à Cassis. Sur un bateau.
riant aux éclats, le vent dans leurs cheveux. Sur la terrasse d'une petite maison en pierre, partageant une bouteille de vin rosé. S'embrassant sur une plage déserte au coucher du soleil. Ils n'étaient pas des amis. L'intimité, la passion, l'amour crevait l'image. Chaque photo était une trahison. Il y en avait des anciennes, et d'autres, beaucoup plus récentes. J'ai retourné la dernière. Au dos, une écriture que je ne connaissais pas. C'est 7. Toujours. C'est 7. 7 ans. Cassis. L'air m'a manqué. J'ai dû m'asseoir sur le sol. La boîte entre mes mains. Les murs de mon monde parfaitement ordonné venaient de se fissurer de toutes parts. Les voyages annuels. La peinture. Les amis. Tout était un mensonge. Un mensonge magnifique. Soigneusement entretenu pendant 7 ans. Et je n'avais rien vu. Rien. Je suis resté là. Par terre. Au milieu des vêtements de ma femme morte. Le parquet froid sous mes mains. Le monde tournait. Chaque photo était un coup de poignard. Son rire. La façon dont elle penchait la tête vers lui. La lumière dans ses yeux. Une lumière que je n'avais pas vue depuis des années. Peut-être jamais. Je croyais que c'était la lumière de l'artiste. La joie de la création. Quelle naïveté. C'était la lumière d'une femme amoureuse. Mais amoureuse d'un autre. 7 ans. Le chiffre résonnait dans mon crâne comme un gong funèbre. 7 ans de voyage. 7 ans de sourire à son retour. 7 ans de mensonges. Hugo avait 6 ans. Une pensée glaciale, monstrueuse, a traversé mon esprit. Je l'ai repoussée avec horreur. Non. Pas ça. Tout mais pas ça. C'était impossible. C'était mon fils. Notre fils. La tristesse a commencé à refluer. Remplacée par une nouvelle émotion. Une colère froide. Précise. La colère d'un architecte qui découvre une faille structurelle dans sa plus belle création. Ma vie. Ma famille. Tout était construit sur du sable. Je n'étais plus un mari en deuil. J'étais un enquêteur. Et le corps de ma femme était une scène de crime. Le crime était sa vie secrète. J'ai rangé les photos dans la boîte avec une précision maniaque. Je les cachais au fond de mon propre placard. Derrière mes dossiers de travail. Un secret enterré par un autre. Puis, j'ai commencé mon travail. La nuit était mon allié. Une fois les enfants endormis, je m'asseyais devant mon ordinateur. Non pas pour dessiner des plans, mais pour déconstruire le passé. J'ai commencé par les relevés bancaires. Des années de relevés. Je les ai épluchés. Ligne par ligne. Chaque année. À la même période. Les dépenses à Cassis. Mais ce n'étaient pas les dépenses d'une femme seule. Des restaurants. Toujours des notes pour 2 personnes. Des bouteilles de vin cher. Des cadeaux achetés dans de petites boutiques locales que je n'avais jamais vues à la maison. Il n'y avait aucune dépense d'hôtel. Jamais. Ce qui signifiait une seule chose, elle logeait chez lui. Dans sa maison. Dans son lit. L'image était si nette. Si violente. Que j'ai dû fermer les yeux. Je l'imaginais se réveiller à côté de lui. La lumière du sud entrant par une fenêtre que je ne connaissais pas. Je les imaginais prendre leur petit déjeuner sur une terrasse face à la mer. Vivant une vie simple. Ensoleillée. Une vie qui n'était pas la nôtre. Notre vie parisienne, si parfaite et si ordonnée, n'était peut-être qu'une prison dorée pour elle. Et j'étais son geôlier bienveillant et aveugle. Ensuite,
Je me suis attaqué à son téléphone. Celui que la gendarmerie m'avait rendu. L'écran brisé mais la carte SIM intacte. J'ai passé des heures à analyser les relevés d'appels des dernières années. Chaque mois de son voyage à Cassis. Le schéma était le même. Des appels brefs et espacés vers moi. Le soir. Et des dizaines. Des centaines d'appels et de messages vers un seul et même numéro. Un numéro enregistré sous le nom de « Atelier ». Quelle ironie. Son « Atelier » n'était pas un lieu, mais un homme. J'ai noté le numéro. Mon cœur battait la chamade. J'avais une piste. Une vraie piste. Pendant un instant, j'ai voulu appeler. Hurler ma rage. Ma douleur. Mon incompréhension. Mais à quoi bon? Que pouvait-il me dire que les photos ne m'avaient pas déjà crié au visage? Le jour, je portais un masque. Le masque du père dévoué. Je préparais le petit déjeuner. J'emmenais les enfants à l'école. Je les aidais avec leurs devoirs. Mais j'étais un fantôme. Mon esprit était ailleurs. Perdu dans les ruelles ensoleillées de Cassis. Traquant un autre fantôme. Les enfants le sentaient. Surtout Léa. Un soir, alors que je l'abordais, elle m'a regardé avec ses grands yeux sérieux, si semblables à ceux d'Élise. Papa, tu es triste à cause de maman? J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Oui, ma chérie. Maman me manque beaucoup. Elle te manque? Ou tu es en colère contre elle? La question m'a glacée. Comment pouvait-elle savoir? Les enfants sont des éponges. Ils absorbent les émotions tues. Les tensions invisibles. Pourquoi dis-tu ça? Ai-je demandé? Ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Je ne sais pas. Tu n'es plus le même. Tu regardes ces photos. Mais. Tu as l'air fâché. Je l'ai serré dans mes bras. Cachant mon visage dans ses cheveux. Je suis juste très fatiguée. Mon trésor. C'est tout. C'était un autre mensonge. Ma vie devenait une accumulation de mensonges. Je mentais à mes enfants pour les protéger d'une vérité qui me détruisait. Ma quête d'information est devenue une obsession. Une nuit. En cherchant encore dans ses affaires, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Dans une vieille trousse de toilette qu'elle n'utilisait plus, cachée dans la doublure, il y avait une seconde carte SIM. Une carte prépayée. Le genre de choses qu'on utilise quand on ne veut pas laisser de traces. Avec des mains tremblantes, je l'ai insérée dans un vieux téléphone que je gardais dans un tiroir. L'appareil s'est allumé. Il y avait des centaines de messages. Des années de messages échangés avec « Atelier ». Je me suis assis et j'ai commencé à lire. C'était comme violer son âme. C'était intime. Impardonnable. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je lisais leur histoire. Leurs doutes. Leurs espoirs. Leurs frustrations. Mon Julien est un homme bon. Trop bon. Peut-être. Il a construit une cage parfaite pour moi. Et je l'ai laissé faire. Écrivait-elle dans un message datant de 3 ans. Je compte les jours avant de te retrouver. Paris est si gris sans toi. Tu es ma couleur. Mon soleil. Parfois. Je regarde Hugo et je vois tes yeux. C'est mon secret et ma joie. Cette dernière phrase. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. La pensée horrible. Celle que j'avais repoussée. Est revenue avec une force décuplée. Je suffoquais. Je voyais le visage de mon fils. Son sourire. Ses yeux noisettes. Étaient-ce les yeux de cet homme? Et je lisais les réponses de l'homme.
Sa voix était calme, patiente. Vis ta vie. Mon amour. Sois heureuse. Je serai toujours là. 7 semaines par an. C'est notre éternité à nous. Il ne semblait pas la presser de quitter notre famille. Il acceptait sa place dans l'ombre. Il l'aimait assez pour la partager. Ou peut-être n'était-il qu'un lâche. Dans les messages, il y avait des détails. Des détails sur sa vie. Il parlait de ses vignes, de la récolte, du Mistral. Et puis, dans un message d'Élise, j'ai trouvé son nom. Antoine. Mon Antoine. J'ai rêvé de ton vignoble cette nuit. Antoine. Il avait un nom. Il n'était plus une ombre sur une photo. Il était réel. Avec ce nom, tout est allé très vite. Une recherche sur Internet. Antoine Vignoble Cassis. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai trouvé un petit domaine familial. Le domaine de la Calanque bleue. Le site web était simple. Il y avait une photo du propriétaire, posant fièrement devant ses vignes. C'était lui. L'homme des photos. L'homme des messages. L'homme de la vie secrète de ma femme. Antoine Dubois. Il avait une 40aine d'années. Un visage buriné par le soleil. Des yeux sombres et un sourire un peu triste. Le même que sur le croquis d'Élise. Sur le site, il y avait l'adresse du domaine. Je suis resté devant l'écran. Le visage d'Antoine me fixant. Tout était là. Le nom. Le lieu. Le visage. J'avais reconstitué le puzzle. Et le résultat était monstrueux. Pendant 7 ans, ma femme avait aimé un autre homme. Elle avait passé une semaine par an dans ses bras. Dans sa maison. Et peut-être, elle lui avait donné un fils. Mon fils. Mon Hugo. Je ne pouvais plus rester à Paris. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement hanté par ses fantômes et ses mensonges. Je n'étais plus en deuil. Le chagrin avait laissé place à un besoin viscéral de confrontation. Pas une confrontation avec lui. Pas encore. Une confrontation avec la réalité. Je devais voir. Je devais marcher là où elle avait marché. Respirer l'air qu'elle avait respiré. Je devais voir le décor de sa trahison. Le lendemain matin, j'ai appelé Chloé. La sœur d'Élise. Chloé. J'ai besoin de ton aide. Je dois m'absenter 2 jours. Un déplacement professionnel imprévu. Très important. Peux-tu garder les enfants? Ma voix était calme. Assurée. J'étais devenu un excellent menteur. Elle a accepté sans poser de questions. Pensant que je me noyais dans le travail pour oublier ma peine. J'ai préparé un petit sac. J'ai embrassé mes enfants. En serrant Hugo dans mes bras, je l'ai regardé attentivement, cherchant une ressemblance avec l'homme de la photo. Je ne voyais que mon fils. Mon petit garçon. Mais le poison du doute était déjà dans mes veines. Je t'aime. Papa. M'a-t-il dit. Sa petite voix pleine d'innocence. Moi aussi. Je t'aime. Ai-je répondu. Et c'était vrai. Mais pour la première fois. Ces mots avaient un goût amer. Je suis descendu au garage. Je me suis assis dans ma voiture. J'ai entré l'adresse du domaine de la Calanque bleue dans le GPS. Distance, 775 km. Temps estimé, 7h30. 7 heures pour traverser la France. 7 heures pour aller au cœur du mensonge de ma femme. L'autoroute du soleil n'avait jamais si mal porté son nom. J'ai démarré le moteur. J'ai quitté Paris sans un regard en arrière. Je roulais vers le sud.
Je roulais vers la vérité. Ou ce qu'il en restait. Le voyage était un long tunnel de pensées sombres. Le paysage défilait. Monotone. Les plaines grises du nord laissaient place aux collines verdoyantes de la Bourgogne. Puis au paysage plus sec et lumineux de la Provence. Mais je ne voyais rien. Mon regard était tourné vers l'intérieur, rejoint en boucle les scènes de ma vie avec Élise, les analysant à la lumière crue de ma nouvelle connaissance. Chaque souvenir était désormais corrompu. Chaque « je t'aime » était un écho creux. Chaque absence, une trahison potentielle. Était-elle heureuse avec moi? Avait-elle jamais été vraiment heureuse? Ou avais-je seulement été un refuge confortable? Une ancre dans la réalité tandis que son cœur naviguait ailleurs? J'avais été si fière de notre stabilité, de notre vie bien construite. J'avais confondu la structure avec le bonheur. Pour un architecte, c'était l'erreur ultime. Le soleil commençait à décliner quand je suis arrivée aux abords de Cassis. L'air a changé. Il est devenu plus doux, chargé de l'odeur des pins et du sel marin. J'ai coupé la climatisation et ouvert la fenêtre. C'était l'air qu'elle avait respiré. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pour la première fois depuis le début de mon enquête, la colère a cédé un peu de place au chagrin pur. Elle avait aimé cet endroit. Elle y avait été heureuse. Et une partie d'elle était morte ici, bien avant l'accident. La partie d'elle qui m'appartenait. Le GPS m'a guidé hors de la petite ville portuaire, sur une route sinueuse qui grimpait dans les collines. Les vignobles s'étendaient des deux côtés, leurs feuilles d'un vert profond sous la lumière dorée du soir. Puis, un petit panneau en bois peint à la main, domaine de la Calanque bleue. Mon cœur a commencé à battre violemment contre mes côtes. J'étais arrivée. J'ai garé la voiture un peu plus loin sur le bas-côté, à l'abri d'un bouquet de pins. Je ne voulais pas être vue. J'étais un intrus. Un fantôme venu hanter une vie qui n'était pas la mienne. De là, je pouvais voir la maison. C'était une vieille bastide en pierre, simple et pleine de charme. Des volets bleu lavande, un toit de tuiles anciennes, une glycine qui courait le long de la façade. C'était tout le contraire de notre appartement parisien, moderne et froid. C'était une maison qui avait une âme. La sienne. La leur. Je suis restée dans ma voiture, le moteur coupé, et j'ai regardé. J'étais un spectateur au théâtre de ma propre vie détruite. La lumière s'est allumée à l'intérieur de la maison. Une silhouette est passée devant une fenêtre. Un homme. Antoine. Il est sorti sur la petite terrasse. Il portait un simple t-shirt et un pantalon de travail. Il tenait une tasse à la main. Il s'est accoudé à la balustrade en bois et a regardé ses vignes. La mer au loin. Il avait l'air fatigué. Et profondément triste. Le voir en vrai était étrange. Il n'était pas le monstre que j'avais imaginé. Il n'avait pas l'air arrogant ou suffisant. Il avait juste l'air d'un homme. Un homme seul. Un homme qui, peut-être, avait lui aussi perdu l'amour de sa vie. Une haine pure et glaciale m'a traversé. Cet homme avait eu la vraie Élise. L'Élise passionnée. L'Élise libre. Moi. Je n'avais eu que son ombre. Son sens du devoir. Il avait eu son corps et son âme pendant une semaine par an. Qu'est-ce qu'il me restait? À moi? Les 51 autres semaines de mensonges? J'avais envie de sortir de la voiture. De marcher jusqu'à lui. De lui fracasser le visage. De lui demander comment il avait osé. Comment ils avaient osé. Mais je suis restée immobile. Ma violence était intérieure. Silencieuse. Paralysante. Que pouvais-je lui dire?
Ma femme est morte en te quittant. En fuyant une conversation téléphonique avec moi. Nous sommes tous les deux coupables. Nous l'avons tous les deux tué. À notre manière. La nuit est tombée complètement. Les étoiles sont apparues dans un ciel d'encre. C'était d'une beauté à couper le souffle. Une beauté qui me faisait mal. Je pouvais l'imaginer. Assise sur cette même terrasse. La tête sur son épaule. Regardant ces mêmes étoiles. J'ai démarré la voiture et je suis partie. Je ne pouvais pas en supporter davantage. J'ai trouvé un petit hôtel anonyme sur le port. La chambre était impersonnelle et sentait le renfermer. Ça me convenait parfaitement. Je ne méritais pas le confort. Je me suis assis sur le lit et j'ai sorti la boîte en bois de mon sac. J'ai étalé les photos sur le couvre-lit miteux. Leur bonheur insolent me narguait. J'ai passé une nuit blanche. Le sommeil ne venait pas. Les images tournaient en boucle dans ma tête, les photos. Le visage d'Antoine sur sa terrasse. Les mots d'Élise dans ses messages. Parfois. Je regarde Hugo et je vois tes yeux. Cette phrase. C'était une torture. Un poison qui se propageait lentement dans mes veines. Au petit matin. Épuisé. J'ai pris une décision. Je devais en finir. Je ne pouvais pas vivre avec ce doute. C'était pire que la certitude de la trahison. Je devais savoir pour Hugo. Je devais savoir si mon fils était vraiment mon fils. Je suis retournée à Paris le jour même. Le trajet retour a été encore plus silencieux que l'aller. Je n'avais plus de questions. Je n'avais qu'une seule obsession. Une seule chose à faire. Quand je suis rentrée à l'appartement, Chloé m'a accueillie avec un regard inquiet. Julien. Tu as l'air terrible. Ce voyage t'a épuisé. C'était intense. Ai-je répondu? La voix blanche. Les enfants se sont précipités vers moi. Léa m'a serré dans ses bras. Hugo s'est accroché à ma jambe. Comme il l'avait fait avec sa mère le jour de son départ. Tu m'as manqué? Papa. Je l'ai soulevé dans mes bras. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux qui sentaient le shampoing pour bébé. J'ai respiré son odeur. Je l'aimais. Mon Dieu. Comme je l'aimais. Et cette pensée me terrifiait. Comment pourrais-je continuer à l'aimer si? La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. J'ai pris rendez-vous dans un laboratoire d'analyse médicale. J'ai prétexté une visite de contrôle de routine pour les enfants. C'était facile. Trop facile. Pour le prélèvement d'Hugo. J'ai utilisé un coton-tige sur l'intérieur de sa joue pendant qu'il dormait. Le geste m'a paru monstrueux. C'était une profanation de son innocence. Pour moi. J'ai fait une simple prise de sang. J'ai envoyé les échantillons. Le laboratoire m'a dit que les résultats seraient disponibles sous 5 à 7 jours ouvrés. 5 à 7 jours. Une éternité. Pendant cette attente, j'ai essayé d'être normale. J'ai essayé de jouer avec Hugo. De lire des histoires à Léa. Mais j'étais distant. Chaque fois que je regardais Hugo, je cherchais. Je comparais ses traits aux miens. Puis à la photo d'Antoine gravée dans ma mémoire. Le nez de ma mère. La forme de mes oreilles. Mais ses yeux. Ses grands yeux noisettes. D'où venaient-ils? Ni Élise ni moi n'avions les yeux de cette couleur. Un soir, nous regardions de vieilles vidéos de famille. C'était une suggestion de Léa. Qui pensait que ça me ferait du bien. C'était une torture. Sur l'écran, Élise était là. Vivante. Radieuse. C'était l'anniversaire des 2 ans d'Hugo. Elle le tenait dans ses bras. Le faisant voler comme un avion. Elle riait. Et en la voyant rire, je n'ai pas vu de la joie.
J'ai vu une performance. Une actrice jouant le rôle de l'épouse et de la mère heureuse. Sur la vidéo, le petit Hugo a tourné son visage vers la caméra. Et j'ai vu. Pour la première fois. J'ai vraiment vu. Ce n'était pas une ressemblance frappante. C'était un détail. Un tout petit détail. La façon dont son sourire se dessinait. Légèrement asymétrique sur un côté. C'était le sourire d'Antoine. Le sourire triste que j'avais vu sur sa photo. Sur sa terrasse. J'ai arrêté la vidéo brusquement. Ça suffit pour ce soir? Ai-je dit. La voix étranglée. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Léa. Inquiète. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée et je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu le visage d'un homme brisé. Un étranger. Un fou qui cherchait des ressemblances dans le sourire de son fils. L'attente était un enfer. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Chaque email reçu faisait bondir mon cœur. Je vivais au bord d'un précipice. D'un côté, l'ignorance douloureuse. De l'autre, une vérité potentiellement insoutenable. Le 7e jour, l'email est arrivé. L'objet était simple, vos résultats sont disponibles. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à cliquer sur le lien. J'ai dû entrer mon mot de passe 2 fois. La page s'est chargée. Un document PDF. Je l'ai ouvert. Mon regard a balayé le jargon scientifique. Les tableaux de marqueurs génétiques. Je cherchais la conclusion. La dernière phrase. La phrase qui allait définir le reste de ma vie. Je l'ai trouvée. Les marqueurs génétiques analysés démontrent une incompatibilité entre le père présumé, Julien Moreau, et l'enfant, Hugo Moreau. La probabilité de paternité est de 0%. 0. Le chiffre flottait devant mes yeux. 0. Un néant. Un trou noir qui aspirait tout. Mon passé. Mon présent. Mon futur. La boîte de photos. Les messages. Les relevés bancaires. Tout cela n'était rien comparé à cette seule phrase. C'était la preuve ultime. La trahison ultime. Ce n'était plus une question d'adultère. C'était une question d'identité. La sienne. La mienne. Celle de notre famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assis là. Dans le silence de mon bureau. Fixant l'écran. Un calme étrange et terrifiant s'est emparé de moi. La colère était partie. Le chagrin aussi. Il ne restait qu'un vide immense. Un froid polaire. J'ai entendu des pas dans le couloir. La porte s'est ouverte doucement. C'était Hugo. Il tenait son doudou à la main. Ses cheveux en bataille. Papa? J'ai fait un cauchemar. Il s'est approché. Les yeux encore pleins de sommeil. Il a tendu les bras vers moi. Et pour la première fois de ma vie. En regardant mon fils. L'enfant que j'avais élevé. Que j'avais aimé plus que tout au monde. Je n'ai vu qu'un étranger. Le fils d'un autre homme. Le symbole vivant de la plus grande tromperie de ma vie. Je suis resté immobile. Je n'ai pas tendu les bras pour le prendre. J'ai juste regardé à travers lui. Le silence s'est étiré dans la pénombre du bureau. Hugo était toujours là. Ses petits bras tendus vers moi. Son visage passant de la somnolence à l'incompréhension. Puis à une peine naissante. Chaque seconde où je restais immobile était une cruauté. Je le savais. Une partie de moi hurlait de le prendre dans mes bras. De le rassurer. De lui dire que tout allait bien. Comme je l'avais toujours fait. Mais cette partie de moi était paralysée.
Enseveli sous le poids de ce terrible 0%. Je n'étais plus son père. Le papier le disait. La science le disait. Et si je n'étais pas son père? Qui étais-je? Et qui était-il? Il n'était plus Hugo. Mon fils. Il était Hugo. Le fils d'Antoine. Le secret d'Élise. Le résultat vivant de 7 ans de mensonges. Chaque trait de son visage. Chaque mèche de ses cheveux. Chaque inflexion de sa voix appartenait à un autre. Mon amour pour lui. Cet amour immense et inconditionnel me semblait soudain une imposture. Une erreur de casting dans le drame de ma propre vie. Papa? Sa petite voix a tremblé. Le mot « papa » était comme une lame de rasoir sur ma peau. C'était un mensonge qu'il prononçait en toute innocence. Je me suis levée. Lentement. J'ai contourné le bureau. Évitant son regard. Je ne l'ai pas touché. Va te recoucher. Hugo. Ton cauchemar est terminé. Ma voix était plate. Sans couleur. Une voix que je ne me connaissais pas. Il a baissé les bras. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il ne comprenait pas le rejet. Mais il le sentait. Il l'a senti dans chaque fibre de son petit être. Il a reculé d'un pas. Puis a tourné les talons et a couru vers sa chambre. Ses sanglots étouffés résonnant dans le couloir. Le son de sa porte qui se fermait a été comme un coup de feu dans le silence de l'appartement. Je suis restée debout au milieu de la pièce. Tremblant. Qu'est-ce que j'avais fait? Je venais de repousser un enfant de 6 ans qui cherchait du réconfort. Mon enfant. Non. Pas mon enfant. La distinction était un poison. Elle s'insinuait dans chaque pensée. J'ai fermé l'ordinateur. Le document PDF a disparu. Mais les mots étaient gravés au fer rouge dans mon esprit. 0%. Les jours qui ont suivi ont été un enfer feutré. Je continuais à jouer mon rôle. Je préparais les repas. Je vérifiais les devoirs. Je conduisais à l'école. Mais j'étais une coquille vide. Un automate. Et mon comportement envers Hugo a changé. Je ne le voulais pas. Mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus le toucher sans penser à l'autre homme. Je ne pouvais plus le regarder dans les yeux sans y chercher une ressemblance. Je ne pouvais plus entendre le mot « papa » sans un haut le cœur. Je suis devenu froid. Distant. Je répondais à ses questions par des phrases courtes. Je ne lançais plus la balle avec lui dans le salon. Je ne lisais plus l'histoire du soir, prétextant la fatigue ou un travail urgent. J'ai délégué ce rôle à Léa. Je construisais un mur entre nous. Brique par brique de silence et d'indifférence. Hugo a changé lui aussi. Le petit garçon joyeux et exubérant s'est éteint. Il est devenu silencieux. Craintif. Il me regardait de loin. Avec des yeux de chien battu. Essayant de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Il a recommencé à faire pipi au lit. Il se disputait à l'école. Il était un petit bateau à la dérive. Et moi? Son phare. Je venais de m'éteindre. Léa, avec sa maturité précoce, a tout de suite vu le changement. Elle est devenue la protectrice de son petit frère. Elle le consolait quand je l'ignorais. Elle lui lisait des histoires avec une voix douce, essayant d'imiter celle de leur mère. Elle était devenue la maman de substitution. Une enfant de 10 ans obligée de porter le poids de la douleur de toute une famille. Un soir, elle est venue me trouver dans la cuisine alors que je fixais le vide. Une tasse de café froid à la main. Papa, pourquoi es-tu méchant avec Hugo? La question était directe. Sans détour. Je ne suis pas méchant. Léa. Je suis juste très fatiguée. Non.
A-t-elle insisté, plantant ses grands yeux dans les miens. C'est plus que ça. Depuis que maman est partie, tu es triste. Mais depuis quelques jours, tu es en colère. Et tu passes ta colère sur lui. Il n'a rien fait. Sa lucidité m'a désarmée. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. A-t-elle presque crié? Les larmes aux yeux. J'ai perdu maman. Je ne veux pas te perdre aussi. Et je ne veux pas qu'Hugo te perde. Il pleure toutes les nuits. Il pense que tu ne l'aimes plus. Chaque mot était une accusation. Et elle avait raison. J'étais en train de détruire ce qui restait de notre famille. J'étais en train de punir un enfant innocent pour les péchés de sa mère. Je n'ai rien trouvé à lui répondre. J'ai juste secoué la tête et je me suis détournée. La honte était un goût de cendre dans ma bouche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je marchais de long en large dans le salon, comme un lion en cage. La haine pour Élise était devenue quelque chose de monstrueux. Elle n'était pas seulement partie. Elle m'avait laissé une bombe à retardement. Une énigme insoluble. Aimer un enfant qui n'est pas le vôtre. Mais que vous avez élevé comme tel. Comment fait-on? L'amour est-il plus fort que le sang? Ou le sang est-il le fondement de tout amour paternel? Je me sentais piégée. Si je continuais à rejeter Hugo, je le détruisais. Si je l'acceptais, je devais accepter le mensonge, la trahison, et vivre chaque jour avec le fantôme d'Antoine entre nous. Les deux options étaient insupportables. Au milieu de la nuit, n'en pouvant plus, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Chloé, la sœur d'Élise. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Julien? Il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont bien? Oui. Ils vont bien. C'est moi. J'ai besoin de te parler. C'est important. Il y a eu un silence. Elle a dû sentir l'urgence. La panique dans ma voix. J'arrive. 1 heure plus tard, nous étions assis dans ma cuisine. J'avais fait du café. Mes mains tremblaient en lui tendant la tasse. Elle me regardait, les yeux pleins d'inquiétude. Chloé ressemblait à Élise, mais en plus terrien, moins éthérée. Elle avait toujours été la plus pragmatique des deux. Qu'est-ce qu'il y a? Julien? Tu me fais peur. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, tout est sorti. Dans un flot de mots désordonnés. Fiévreux. J'ai tout raconté. La boîte en bois. Les photos. Les messages. Le voyage à Cassis. Antoine. Et enfin. La voix brisée. Le test ADN. Le 0%. Elle est restée silencieuse pendant tout mon récit. Son visage est devenu blême. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste écouté. Ses mains serrées autour de sa tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. Quand j'ai eu fini, un lourd silence est tombé sur nous. Je n'en savais rien, a-t-elle finalement murmuré. Sa voix était à peine audible. Je le jure. Julien. Je savais qu'elle n'était pas complètement heureuse. Elle était parfois si distante, si mélancolique. Je pensais que c'était sa nature d'artiste. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Une tristesse en elle. Mais pas ça. Jamais je n'aurais imaginé ça. Ces mots n'étaient pas une excuse. Mais ils m'ont apporté un étrange réconfort. Je n'étais pas le seul à avoir été aveugle. Il s'appelait Antoine? A-t-elle repris?
Comme si elle se parlait à elle-même. C'était son premier grand amour. Quand ils étaient jeunes. À l'université à Aix-en-Provence. Ils étaient inséparables. Passionnés. Destructeurs. Le genre d'amour qui brûle tout sur son passage. Puis il est parti. Il a voulu une vie plus simple. Loin de tout. Il a repris le vignoble de son grand-père. Élise ne voulait pas de cette vie. Elle voulait Paris. L'art. L'effervescence. Ils se sont séparés. Elle a eu le cœur brisé. Et puis elle t'a rencontré. Elle a levé les yeux vers moi. Elle t'aimait. Julien. Vraiment. Tu étais son calme après la tempête. Sa sécurité. Sa famille. Je crois qu'elle aimait les deux. Elle aimait Antoine pour la passion. Le rêve d'une autre vie. Et elle t'aimait toi pour la réalité. La stabilité. La tendresse. Elle était prise entre deux mondes et elle n'a pas eu le courage de choisir. Sa description était comme un coup de poing. Élise n'était plus une simple traîtresse. Elle était une femme complexe. Déchirée. Tragique. Une femme qui, en refusant de faire un choix, avait tout détruit. Et Hugo? Ai-je demandé? La gorge sèche. Chloé a fermé les yeux. Les larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas. Je ne sais rien sur Hugo. Mon Dieu. Julien. Qu'est-ce que tu vas faire? La question est restée en suspens entre nous. C'était la seule question qui comptait. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne sais pas. Ai-je avoué? Et pour la première fois depuis des jours, j'ai laissé les larmes couler. Je ne sais plus comment l'aimer. Je regarde son visage et je vois un autre homme. Je le repousse. Chloé. Je suis en train de le détruire. C'est ton fils. Julien. A-t-elle dit doucement. Mais fermement. Peut-être pas par le sang. Mais tu es le seul père qu'il ait jamais connu. Tu es son père. C'est toi qui l'as consolé quand il tombait. C'est toi qui lui as appris à faire du vélo. Ça. Un test ADN ne peut pas l'effacer. Nous sommes restés à parler jusqu'à l'aube. Elle ne m'a pas jugé. Elle a écouté ma rage. Ma peine. Ma confusion. Elle a partagé ses propres souvenirs d'Élise. Me montrant des facettes de ma femme que j'ignorais. La jeune fille passionnée et un peu perdue. Bien avant qu'elle ne devienne mon épouse. Quand elle est partie, le soleil se levait. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas de solution miracle. Mais je me sentais moins seule. Le secret était partagé. Le fardeau était un peu plus léger. J'étais épuisée. Je suis allée dans ma chambre. Mais au lieu de me coucher, je me suis dirigée vers celle d'Hugo. J'ai ouvert la porte doucement. Il dormait. Recroquevillé sur lui-même. Son visage encore marqué par les larmes. Son doudou était serré contre sa poitrine. Je me suis assis sur le bord de son lit et je l'ai regardé dormir. J'ai regardé son petit torse se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. Il était si petit. Si vulnérable. Et j'étais sa seule encre dans ce monde. Maintenant que sa mère était partie. Une encre rouillée? Brisée. Mais la seule qu'il avait. Les mots de Chloé résonnaient dans ma tête. Tu es son père. Est-ce que je pouvais l'être? Est-ce que l'amour pouvait vraiment être un choix? Plutôt qu'un fait biologique? Une décision à prendre chaque jour? J'ai tendu la main. Hésitant. Puis, doucement, j'ai repoussé une mèche de cheveux de son front. Mon doigt a effleuré sa peau douce. Il a remué dans son sommeil? A soupiré. À ce contact,
Quelque chose en moi s'est brisé. Une digue a cédé. L'amour que j'avais essayé d'étouffer, de nier, a reflué avec une force dévastatrice. C'était mon garçon. Mon petit garçon. Et il souffrait. À cause de moi. J'ai baissé la tête et j'ai pleuré silencieusement. Mes larmes tombant sur sa couette. C'étaient des larmes de chagrin. De rage. Mais aussi, pour la première fois, des larmes de pardon. Pas pour Élise. Pas encore. Mais peut-être. Un jour. Pour moi. Les larmes versées au chevet de mon fils n'ont pas tout effacé. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un chemin. Un chemin escarpé. Plein de doutes et de rechutes. Mais cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à détruire Hugo pour punir le fantôme de sa mère. J'avais fait un choix. Le choix d'essayer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était différente. Plus légère. Peut-être. Ou alors c'était moi qui avais changé. Quand Hugo est sorti de sa chambre, les yeux encore bouffis de sommeil, il m'a regardé avec méfiance, prêt à se faire repousser une nouvelle fois. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. C'était la première fois que je le faisais depuis des jours. Bonjour. Mon grand. Ma voix était encore un peu rauque, mais elle était douce. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de me fixer. Ses grands yeux noisettes cherchant à déceler le piège. J'ai pensé qu'on pourrait faire des pancakes ce matin. Avec du chocolat. Comme tu aimes. Un éclair d'étonnement a traversé son visage. Il a hoché la tête timidement. Pendant que nous préparions le petit déjeuner, je l'ai laissé casser les œufs. Il en a mis partout. Comme d'habitude. Avant, j'aurais ri. Ces derniers jours, je l'aurais réprimandé. Ce matin-là, j'ai juste pris une éponge et j'ai nettoyé sans rien dire. Sentant le regard de Léa sur moi. Un regard plein d'un espoir prudent. Le chemin a été lent. Il y avait des jours où la colère revenait. Sournoise et puissante. Un geste d'Hugo. Un sourire. Un mot qui me rappelait Antoine. Et le mur se reconstruisait instantanément en moi. Je devenais froid. Distant. Mais je me battais contre ça. Je me forçais à respirer. Je me forçais à me souvenir des mots de Chloé, c'est toi qui lui as appris à faire du vélo. Alors, je l'emmenais au parc. Je le poussais sur la balançoire. Je jouais au football avec lui. Même si mon cœur n'y était pas toujours. Je faisais les gestes. Parfois, l'émotion suivait. Parfois, non. Je faisais semblant. Je faisais semblant jusqu'à ce que ça devienne un peu plus vrai. Léa était mon ancre. Elle voyait mes efforts. Elle m'encourageait à sa manière. En me prenant la main quand elle me sentait flancher. En organisant des soirées cinéma en famille pour nous forcer à être ensemble. Elle avait compris que notre famille était un navire endommagé et qu'il fallait que nous écopions tous ensemble pour ne pas couler. Quelques mois ont passé. Un semblant de normalité s'est installé. Une normalité fragile. Pleine de non-dits. Nous n'avions jamais parlé de ce qui s'était passé. Le secret sur l'identité du père d'Hugo restait entre Chloé et moi. Pour les enfants, la seule vérité était que leur mère était morte et que leur père était devenu triste et silencieux. Un jour, en rangeant de vieux dossiers, je suis retombée sur la boîte en bois. Je l'avais presque oubliée. J'ai hésité. Puis je l'ai ouverte. J'ai regardé les photos d'Élise et d'Antoine. La douleur était toujours là. Mais elle était différente. Moins vive. C'était une vieille cicatrice qui tirait un peu.
Pas une plaie ouverte. Je ne voyais plus seulement la trahison. Je voyais une femme que je n'avais pas comprise. Une femme prise au piège de ses propres désirs contradictoires. Je ne lui pardonnais pas. Mais peut-être que je commençais à comprendre. Sur un coup de tête, j'ai pris une décision. J'ai pris une des photos. Une où l'on voyait bien le visage d'Antoine. Je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai aussi imprimé une photo récente d'Hugo. Souriant et espiègle. Prise au parc quelques jours plus tôt. J'ai glissé les 2 photos dans l'enveloppe. Sans un mot. Je n'ai pas écrit de lettre. Je n'ai pas mis d'adresse de retour. J'ai juste écrit son nom et l'adresse du domaine à Cassis. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour partager le fardeau. Peut-être pour lui dire, il existe. Il est heureux. Et maintenant? Tu sais. C'était une façon de clore un chapitre. De lui rendre une part du secret qui n'était pas à moi de porter seule. J'ai posté l'enveloppe. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en attendais pas. La vie a continué. L'hiver est arrivé. Puis le printemps. Le premier anniversaire de la mort d'Élise. Nous sommes allés tous les 3 au cimetière. Nous avons déposé des fleurs sur sa tombe. Léa a pleuré silencieusement. Hugo, qui comprenait maintenant mieux ce que la mort signifiait, a demandé, « Maman nous voit. » Du ciel? Oui. Ai-je répondu? Ma main sur son épaule. Elle nous voit. Et elle est fière de vous. Était-ce vrai? Je ne sais pas. Mais c'était ce que mes enfants avaient besoin d'entendre. Un soir, quelques semaines plus tard, je bordais Hugo. Il était presque endormi. Papa? A-t-il murmuré. Oui. Je sais que parfois tu es triste à cause de maman. Mais je suis content que tu sois mon papa. Tu es le meilleur papa. Ces mots, si simples, si purs, m'ont transpercé. Ils étaient le cadeau le plus précieux qu'il pouvait me faire. Ils étaient l'absolution que je ne savais pas que j'attendais. Je me suis penchée et je l'ai embrassé sur le front. Et moi? Je suis très content d'être ton papa, Hugo. Et pour la première fois depuis près d'1 an, en prononçant ces mots, je les ai sentis être la vérité la plus pure et la plus absolue. Je n'étais pas son géniteur. Mais j'étais son père. Point. Le sang ne faisait pas tout. L'amour, lui, se construisait. Jour après jour. Dans les pancakes brûlés, les genoux écorchés et les histoires du soir. Je savais que l'ombre d'Antoine et des mensonges d'Élise ne disparaîtraient jamais complètement. Un jour, quand Hugo serait plus grand, je devrais peut-être lui raconter la vérité. Une vérité complexe, douloureuse. Mais ce ne serait pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions une famille. Une famille brisée, reconstruite, imparfaite. Mais une famille quand même. Quelques années plus tard. Léa est une adolescente. Hugo un préadolescent plein d'énergie. Notre vie a trouvé son rythme. L'appartement du Marais est toujours notre maison. Mais il est moins silencieux. Il est rempli de musique. Des rires de mes enfants. De leurs disputes aussi. Le fantôme d'Élise est toujours là. Mais c'est une présence plus douce maintenant. Un souvenir tendre et mélancolique plutôt qu'une blessure. Un été. Alors que nous planifions nos vacances, Léa a une idée surprenante. Et si on allait dans le sud? Près de la mer. À Cassis. Peut-être. Le nom, prononcé à voix haute, a fait l'effet d'une petite décharge électrique. Nous n'en avions jamais reparlé. Hugo a applaudi.
Oui. L'endroit où maman allait. C'est une bonne idée. J'ai regardé mes 2 enfants. Leur visage plein d'enthousiasme. Ils ne savaient pas ce que ce lieu représentait pour moi. Pour eux, c'était juste un endroit lié à leur mère. Un lieu de souvenirs heureux. Même s'ils étaient imaginaires. Refuser aurait été étrange. Refuser aurait été faire de ce lieu un tabou. Un monstre sous le lit. Et je ne voulais plus de monstres. Alors j'ai dit oui. Nous avons loué une petite maison sur les hauteurs. Avec vue sur la mer. Ce n'était pas loin du domaine d'Antoine. Mais je n'ai pas cherché à savoir où il était exactement. Ce n'était plus mon histoire. Le premier jour, nous sommes descendus sur le port. L'endroit était exactement comme je l'avais imaginé. Les bateaux de pêche colorés. Les terrasses de café animées. La lumière aveuglante du soleil sur les façades blanches. C'était beau. Et douloureux. Chaque ruelle. Chaque crique me rappelait les photos. Je l'imaginais ici. Main dans la main avec lui. J'ai senti une petite main se glisser dans la mienne. C'était Hugo. Ça va? Papa? Tu as l'air triste. Je lui ai souri. Non. Ça va. Je pensais juste à ta mère. Elle aurait aimé vous voir ici. C'était vrai. D'une manière complexe et tordue? C'était vrai. Elle les aurait aimés ici. Pendant la semaine? J'ai regardé mes enfants explorer le monde de leur mère. Ils ont nagé dans les calanques. Ont mangé des glaces sur le port. Ont collectionné des coquillages. Exactement comme elle l'avait promis à Hugo. Ils apprivoisaient son fantôme. Le rendant plus familier. Moins effrayant. Et en faisant cela, ils m'aidaient à faire de même. Le dernier soir, nous étions assis sur la terrasse de notre maison de location, regardant le coucher de soleil embraser le ciel et la mer. Léa était appuyée contre mon épaule. Hugo essayait de faire des ricochets avec des galets sur une petite crique en contrebas. Une paix étrange s'est installée en moi. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais survécu. Nous avions survécu. La vérité sur Élise. Sur Hugo. Sur Antoine. Faisait partie de moi. C'était une strate de mon histoire. Comme les couches géologiques d'une falaise. Elle ne définissait pas tout ce que j'étais. Mais elle était là. Et j'avais appris à vivre avec. J'ai regardé Hugo. Qui riait aux éclats. Ayant enfin réussi un ricochet parfait. Il a levé les yeux vers moi. Son visage illuminé par la joie et les dernières lueurs du jour. Dans son sourire. Je ne cherchais plus de ressemblance. Je ne voyais plus Antoine. Je voyais juste mon fils. Mon fils. Et c'était tout ce qui comptait. La famille. Ai-je réalisé? N'est pas une structure parfaite que l'on dessine une fois pour toutes. C'est un chantier permanent. On répare les fissures. On renforce les fondations. On reconstruit sur les ruines. Et parfois, c'est dans l'imperfection des lignes et la cicatrice des pierres que l'on trouve la plus grande beauté. Et la plus grande force. Ce sentiment de paix. Je l'ai gardé en moi comme un trésor fragile pendant le reste de notre séjour. Il était là. Le lendemain, quand nous avons marché sur le sentier du littoral, le vent salé fouettant nos visages. Il était là quand Hugo, surexcité, a voulu que je le porte sur mes épaules pour mieux voir la mer, et que son poids familier m'a semblé juste et bon. Notre dernier jour, nous avons décidé de visiter le grand marché provençal qui se tenait sur la place du village. L'endroit était un tourbillon de couleurs, d'odeurs et de sons. Les étals débordaient de fruits gorgés de soleil, d'olives, de fromage et de bouquets de lavande.
Léa. L'adolescente feignait l'indifférence, mais je la voyais prendre des photos discrètement avec son téléphone. Hugo courait partout, voulant tout goûter, tout toucher. J'étais heureux. Simplement. Calmement heureux. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Mon regard a été attiré par un petit stand un peu à l'écart de la foule. Un stand de vin. Une simple table en bois. Quelques cartons. Et une ardoise sur laquelle était écrit à la craie, domaine de la Calanque bleue. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Derrière la table, un homme servait un verre de rosé à un couple de touristes. C'était lui. Antoine. Il était plus âgé que sur les photos. Ses cheveux étaient grisonnants sur les tempes. Et des rides profondes creusaient le coin de ses yeux. Des rides de soleil et peut-être de chagrin. Il portait un simple polo bleu marine. Il était seul. Il riait avec les touristes. Mais quand leur conversation s'est terminée et qu'ils se sont éloignés, son sourire a disparu. J'ai vu sur son visage la même expression que j'avais perçue ce soir-là. Sur sa terrasse. Une sorte de lassitude. De mélancolie tenace. Je suis resté immobile. Caché derrière un étal de poterie. Mes enfants étaient plus loin. En train de marchander un bracelet. Ils ne le voyaient pas. C'était un moment suspendu dans le temps. Un secret qui n'appartenait qu'à moi. Cet homme. Le grand amour de ma femme. Le père biologique de mon fils. Il était là. À 20 mètres de moi. Ce n'était plus un monstre. Ni un rival. C'était juste un homme qui vendait son vin sur un marché. Un homme dont la vie, comme la mienne, avait été irrévocablement marquée par Élise. J'ai pensé à l'enveloppe que je lui avais envoyée des années auparavant. L'avait-il reçue? Est-ce qu'il gardait la photo d'Hugo dans un portefeuille? Ou l'avait-il jetée? Trop douloureuse à regarder? Est-ce qu'il pensait à cet enfant qui existait quelque part? Qui portait ses yeux et son sourire? Une étrange compassion m'a envahi. Nous étions les deux pôles de l'univers d'Élise. Deux hommes liés à jamais par son amour et ses mensonges. Et par cet enfant qui courait à quelques mètres de nous. Mais il ne le saurait jamais. Il ne connaîtrait jamais la joie de l'entendre rire. Ni la peur de le voir malade. Ni la fierté de le voir grandir. Il n'avait que le secret. Le manque et le souvenir. Moi. J'avais tout le reste. J'avais la vie. Papa. Viens voir. La voix d'Hugo m'a sorti de ma torpeur. Il me tendait un sachet de nougat. On peut en prendre? S'il te plaît. J'ai regardé Antoine une dernière fois. Nos regards ne se sont pas croisés. J'étais un anonyme dans la foule. Un fantôme de Paris. Puis je me suis détournée. J'ai marché vers mes enfants. J'ai passé mon bras autour des épaules de Léa et j'ai ébouriffé les cheveux d'Hugo. Bien sûr qu'on peut en prendre. Prenez-en un grand. J'ai quitté la place du marché sans me retourner. J'abandonnais le passé là où il devait être. Sur une place de village ensoleillé. À côté d'un homme qui vendait son vin. Le voyage du retour vers Paris était différent de tous les autres. Il n'y avait ni le silence glacial de la colère, ni le poids lourd du deuil. La voiture était remplie de vie. Léa avait mis sa musique. Un mélange de pop anglaise et de rap français que je ne comprenais pas. Hugo, sur la banquette arrière, racontait une blague interminable qu'il avait lue sur un paquet de bonbons. Il se chamaillait pour le chargeur du téléphone. C'était bruyant. C'était chaotique. C'était normal. C'était ma famille. Et pendant que je conduisais sur l'autoroute qui nous ramenait vers le nord, vers notre vie, j'ai souri. Un vrai sourire. Qui venait du plus profond de moi. Quelques semaines plus tard.
Un dimanche après-midi pluvieux à Paris. L'appartement est en désordre. Les chaussures de Léa traînent dans l'entrée. Un jeu de société est inachevé sur la table basse. Il y a des miettes sur le canapé. Cet appartement, que j'avais conçu comme un temple de l'ordre et du minimalisme, était devenu une maison. Une vraie maison, pleine des traces heureuses de la vie. Nous regardions les photos de nos vacances à Cassis sur l'ordinateur. Des photos de paysages, bien sûr, mais surtout des photos de nous. Léa faisant une grimace. Hugo sautant d'un rocher, figé en plein vol. Nous trois, serrés les uns contre les autres pour un selfie. Le soleil dans les yeux. Puis une photo est apparue. Une que j'avais prise, à l'insu d'Hugo. Il était assis seul sur la plage, le dernier soir, regardant les vagues. La lumière dorée du couchant enveloppait sa silhouette. Il avait l'air si petit et en même temps si complet. Léa s'est penchée vers l'écran. Elle est belle, cette photo. Il ressemble à maman. Ici. J'ai regardé à nouveau. Elle avait raison. Dans la courbe de sa nuque, dans sa posture pensive, il y avait quelque chose d'Élise. Et en regardant de plus près, dans la forme de son menton, il y avait quelque chose de moi. Peut-être pas du sang, mais de l'habitude, de l'imitation, de l'amour. Un enfant est un miroir de ce qu'il élève. Et dans ses yeux, tournés vers l'horizon, il y avait peut-être Antoine. Il n'était pas l'un ou l'autre. Il était lui. Un mélange de nous tous. Un pont entre nos mondes brisés. J'ai fermé l'ordinateur. Qui veut un chocolat chaud? Oui. Enthousiastes ont fusé. Pendant que je préparais le chocolat dans la cuisine, le son de leur rire venant du salon m'a rempli. J'ai repensé à ma vie d'avant. À l'architecte qui croyait que le bonheur résidait dans des plans parfaits, dans des structures sans faille. Quelle arrogance! Quelle ignorance! J'avais passé des années à construire une façade impeccable, sans voir que les fondations étaient minées par des secrets. L'effondrement avait été total, brutal. Mais sur les ruines, j'avais reconstruit. Pas quelque chose de parfait. Quelque chose de vrai. Quelque chose de solide. Non pas fait de béton et d'acier, mais de patience, de pardon et de choix renouvelés chaque jour. J'ai apporté les tasses fumantes dans le salon. Je me suis assis sur le tapis avec mes enfants. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris. Mais à l'intérieur de notre petit appartement, il faisait chaud. Nous étions à l'abri. Nous étions chez nous. J'avais passé ma vie à dessiner des lignes droites, à croire en la solidité des plans. Élise, par sa tragédie et ses mensonges, m'avait appris que la vie, la vraie vie, ne se construit pas. Elle se ressent. Dans les courbes imprévues, les fissures que l'on apprend à aimer, et les fondations invisibles que l'on bâtit. Jour après jour, au plus profond du cœur.